À peine avais-je enlevé ma veste que mon père a dit, je ne savais pas qu'on laissait entrer les ratés ici, quelques membres de la famille ont ri. J'ai simplement hoché la tête et je me suis assis au fond. Plus tard, le mari de ma sœur m'a demandé où je travaillais. Je lui ai donné le nom de l'entreprise. Il a marqué une pause, m'a de nouveau dévisagé, puis a dit, attendez. Vous êtes mon PDG? Un silence de mort est tombé dans la pièce. Je secouais encore la neige de mon manteau quand mon père a levé les yeux de son verre et a marmonné, je ne savais pas qu'il laissait entrer les décrocheurs ici. Les mots ont frappé plus fort que l'air glacial de l'hiver auquel je venais d'échapper. Quelques membres de ma famille ont ricané, comme s'il s'agissait d'une blague entre eux, sur laquelle ils s'étaient tous mis d'accord des années auparavant. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête comme si j'étais d'accord avec lui, j'ai suspendu ma veste lentement, et j'ai pris la place la plus éloignée de la table, celle près de la fenêtre d'où venait un courant d'air. Je me suis dit que j'étais juste là pour faire acte de présence. Peut-être rester une heure tout au plus, puis disparaître à nouveau, comme je l'avais toujours fait. Je m'appelle Elliot. J'ai 32 ans maintenant. Mais cela s'est passé l'hiver dernier, juste avant Noël, lorsque ma sœur a décidé d'organiser le dîner de famille annuel chez elle. Techniquement, c'était la maison d'elle et de son mari, mais nous savions tous qui payait quoi. Ma famille n'est pas du genre chaleureux et affectueux. Grandir dans cette maison signifiait apprendre à esquiver le sarcasme mieux que des ballons de dodgeball, et à minimiser ses réussites pour que personne ne pense que l'on se vantait. Mes parents n'étaient pas cruels de manière évidente. Pas d'os cassé ou de garde-manger vide, mais ils savaient comment vous saper, petit à petit. Silencieusement, constamment. Parfois, je me demande si cela aurait été plus facile s'ils m'avaient simplement hurlé dessus comme des parents dysfonctionnels normaux. J'ai abandonné l'université à 20 ans. C'est le titre auquel ils se sont accrochés depuis. Peu importe que je sois parti parce que l'entreprise que j'avais lancée dans ma chambre d'étudiant a soudainement explosé, et que je ne pouvais pas la gérer entre les partiels. Peu importe que j'ai vendu cette entreprise 5 ans plus tard pour un montant que je n'ai toujours pas entièrement réalisé. Pour eux, j'ai abandonné. Je n'ai pas tenu le coup. Je suis l'exemple à ne pas suivre de la famille. Chaque fois que mon nom est mentionné, il est suivi de ce long soupir. Celui qui dit, imagine s'il était juste resté à l'école. Je vais rarement à ce genre d'événement. La dernière fois que je me suis présenté à un dîner de fête, ma mère m'a demandé si j'étais encore en train de chercher ma voie. Je venais de décrocher un contrat gouvernemental majeur. Je me souviens l'avoir regardée de l'autre côté de la table, ma fourchette en l'air, me demandant si elle ne le savait vraiment pas, ou si elle s'en fichait. Dans tous les cas, je suis resté silencieux. J'ai appris que c'était plus simple comme ça. Moins de friction, moins de tentation de leur rappeler qui j'étais vraiment. Mais cette fois-ci, c'était différent. Ma sœur, Cara, m'a personnellement appelé pour m'inviter. Elle a toujours été la pacificatrice en grandissant, essayant de trouver un équilibre entre mon silence maussade et le jugement performatif de nos parents. Elle a dit que je lui manquais, que ce n'était pas pareil sans moi, que je devrais au moins venir pour le dessert, si ce n'est pour le dîner. Et c'est cette partie qui m'a fait hésiter. Elle a dit que papa s'était adouci, qu'il essayait. Contre toute attente, j'ai dit que j'y réfléchirais. Puis la semaine a passé et je me suis dit, pourquoi ne pas montrer mon visage, manger un peu de tarte, et partir avant que quelqu'un ne devienne trop curieux. Je suis arrivé dans leur allée avec 10 minutes de retard. Pas assez pour faire une scène, mais assez pour éviter les discours d'ouverture. Les lumières à l'intérieur brillaient d'une lueur chaude et dorée. Et pendant une brève seconde, j'ai presque cru que cette fois-ci serait différente. Mais la porte a grincé en s'ouvrant et papa m'a vu avant tout le monde. Je ne savais pas qu'il laissait entrer les décrocheurs ici. Pas de bonjour, pas de sourire, juste ça. J'aurais pu partir sur le champ, remonter dans ma voiture et m'en aller. Mais quelque chose en moi, un mélange de curiosité et de défi silencieux, m'a fait rester. Peut-être que je voulais voir jusqu'où ils iraient cette fois. Peut-être que j'en avais juste marre de fuir des gens qui n'avaient jamais pris la peine de me rattraper. La salle à manger était bondée. De longues tables s'étendaient presque d'un mur à l'autre, couvertes de décorations beige et dorées, du genre qui crie « Nous n'utilisons ça que pour les invités ». Chaque siège était pris, sauf celui dans le coin. Je suis passé devant des cousins que je n'avais pas vus depuis des années. Leurs enfants, scotchés à leur tablette. L'odeur de cannelle et de dinde était épaisse dans l'air. Ma mère m'a à peine jeté un regard. Elle a juste dit « Oh, tu es venu »
et s'est retourné vers sa conversation sur le mariage de quelqu'un d'autre. Je me suis assis en silence, observant. J'étais devenu bon à ça au fil des ans. Mon cousin Ben parlait fort de sa promotion dans une compagnie d'assurance. Sa femme est intervenue, récitant pratiquement son CV. Tout le monde hochait la tête, félicitait, trinquait. Je picorais les petits pains. Personne ne m'a rien demandé, ce qui, honnêtement, était un soulagement. Puis, pendant le deuxième verre de vin, quelqu'un a fait teinter son verre et a dit, c'est l'heure du bilan carrière de la famille. C'était censé être une blague, en quelque sorte. L'oncle Ron avait lancé ça il y a des années, et c'est resté. Chaque personne faisait le tour et donnait une brève mise à jour sur ce qu'elle faisait. Promotion, nouveaux emplois, même les licenciements. Tout faisait partie du rituel. Les adultes prétendaient que c'était léger, mais on pouvait sentir la tension monter à mesure que le tour de table avançait. Mon tour est venu en dernier. Kara a essayé de me sauter, mais l'oncle Ron a ri et a dit « Et Elliot ?» Toujours en train de poursuivre le rêve. J'ai levé les yeux de mon verre. « Ouais », ai-je dit. Toujours en train de poursuivre. Quelques ricanements. Mon père a eu un sourire narquois. C'est à ce moment-là que le mari de Kara, Matt, s'est penché. Il est nouveau dans la famille. Il a épousé ma sœur il y a quelques années. Un type sympa, genre corporate. Nous n'avions jamais vraiment parlé. « Tu travailles où, au fait ?» a-t-il demandé nonchalamment, comme s'il ne s'attendait pas à grand-chose. J'ai fait une pause, j'ai pensé à mentir, j'ai pensé à dire que j'étais consultant ou quelque chose de vague, mais j'étais fatigué. Fatigué de me minimiser, fatigué de faire semblant. Je lui ai dit le nom de l'entreprise. Il a cligné des yeux, puis m'a dévisagé comme si je venais de parler couramment le mandarin. « Attends », dit-il lentement, les yeux plissés. « Tu es mon PDG. » La pièce est devenue silencieuse. Je veux dire, un silence de mort. Les fourchettes ont cessé de bouger. Même les enfants ont levé les yeux et c'est la première fois que j'ai réalisé. Personne ici ne savait. Pas même Kara. Je l'ai regardé, impassible. Ouais, le monde est petit. Il a ri une fois, un rire bref et sec. Tu plaisantes. Je ne plaisantais pas. Le silence s'est de nouveau étiré. Le visage de mon père a changé. La confusion, puis le déni, puis quelque chose de plus difficile à lire. Ma mère a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu. L'oncle Ron s'est raclé la gorge. Personne n'a dit un mot. J'ai attrapé mon verre, j'ai bu une gorgée, et j'ai laissé la tension planer. Mais ce n'était que le début, car à la seconde où Matt a sorti son téléphone, a vérifié mes dires sous la table et l'a confirmé, la dynamique de la pièce a commencé à se défaire. Et croyez-moi, je n'étais même pas encore arrivé au dessert. Matt me fixait comme s'il essayait de réécrire tout ce qu'il pensait savoir. L'écran de son téléphone brillait sous la table alors qu'il faisait défiler, sans doute en consultant le site web de l'entreprise, peut-être même notre page LinkedIn. Je n'avais pas besoin de regarder. Je savais ce qu'il trouverait. Mon nom était là, sur la liste des dirigeants. PDG, cofondateur, le titre dont ils se seraient tous moqués, s'ils avaient même su qu'il existait. Il a de nouveau levé les yeux, le visage rouge, les sourcils haussés comme s'il était encore en train de digérer l'information. « Tu es Elliot Hawthorne » a-t-il marmonné, juste assez fort pour que ma sœur l'entende. Comme dans cet Elliot Hawthorne. Kara s'est tournée vers lui, confuse. « Attends, de quoi tu parles ?» Je pouvais sentir tous les regards sur moi maintenant. Tous les cousins, les beaux-parents, même les enfants du cousin au second degré. Certains faisaient semblant de manger encore. La plupart ne clignaient même pas des yeux. Matt a eu un demi-rire, comme s'il espérait encore que je dise que je plaisantais. Il possède l'entreprise pour laquelle je travaille, genre, toute l'entreprise. Je l'ai vu dans les réunions générales, mais je pensais qu'il s'est interrompu, essayant clairement de réconcilier le moi assis au bout de la table, avec un manteau d'occasion et des bottes éraflées, avec la voix de dirigeant policé qu'il avait entendu lors des conférences téléphoniques. Kara a cligné des yeux. « Attends, tu diriges cette entreprise. Tu ne me l'as jamais dit. » J'ai haussé les épaules. « Tu n'as jamais demandé. » Elle s'est rassise lentement, absorbant l'information. Matt a secoué la tête et je pouvais dire qu'il réalisait que le mouton noir maladroit de la famille de sa femme, que tout le monde reconnaissait à peine, signait ses chèques de paie.
Papa a ri, mais ce n'était pas un rire de joie ou de surprise. C'était ce ricanement sec et rauque qu'il utilisait quand le succès de quelqu'un d'autre le mettait mal à l'aise. Et alors? Tu possèdes une entreprise de technologie, ça ne veut pas dire que tu fais vraiment quelque chose. De nos jours, tout le monde avec un ordinateur portable pense être un PDG. Voilà. La déviation, le mépris. Je l'avais vu venir. Je l'ai lancé dans mon dortoir, ai-je dit calmement. Nous sommes entrés en bourse l'année dernière. Maman a finalement rejoint la conversation. Eh bien, tu n'en as certainement jamais parlé avant. Tu aurais pu dire quelque chose au lieu de laisser tout le monde supposer. Supposer quoi? Ai-je demandé, sans prendre la peine de cacher le tranchant dans ma voix. Que j'étais un raté. Que j'avais échoué. Silence. Je n'ai corrigé personne parce qu'aucun de vous n'a jamais demandé. Vous avez décidé qui j'étais il y a des années, et tout ce qui ne correspondait pas à cette version n'existait tout simplement pas, je n'avais pas prévu de dire ça, mais une fois que c'est sorti, je n'ai pas pu m'arrêter. Papa a posé sa fourchette, son ton s'est aiguisé. Ne fais pas ton mélodramatique. Si on t'a traité différemment, c'est parce que tu étais différent. Tu as quitté l'école. Tu as arrêté d'appeler. Tu ne voulais pas faire partie de la famille. Non, ai-je dit, la voix ferme. J'en avais juste marre d'être traité comme une blague. Comme si mon parcours ne comptait pas parce que ce n'était pas celui que vous aviez choisi. L'énergie dans la pièce a changé. Kara a baissé les yeux sur ses genoux, visiblement mal à l'aise. Quelque temps ont échangé des regards. Matt me fixait toujours comme s'il venait de découvrir un animal rare, mais le moment n'a pas duré. L'oncle Ron est intervenu, essayant d'arranger les choses avec un faux rire. Eh bien, hey, regardez ça. Peut-être que maintenant tu peux nous payer des vacances à tous, hein? Puisque tu es un gros bonnet. Quelques personnes ont ricané, soulagées de briser la tension, mais cela a fait se serrer quelque chose dans ma poitrine, parce que c'est toujours comme ça que ça se passait. À la seconde où les choses devenaient sérieuses, ils en faisaient une blague. Rediriger, dévier, passer à autre chose. Sauf que cette fois, je ne voulais pas passer à autre chose. Je pourrais, ai-je dit, mais je ne le ferai pas, ça a attiré leur attention. Je ne suis pas ici pour impressionner qui que ce soit. Je suis venu parce que Kara me l'a demandé. Mais si tout ce que vous allez faire, c'est prétendre que ce n'est pas une habitude, je vous épargnerai la peine l'année prochaine. Papa a de nouveau ricané. Le voilà reparti. Toujours aussi sensible. Et c'est là que c'est arrivé. Le point de rupture. Matt, tenant toujours son téléphone, s'est raclé la gorge. En fait, j'ai quelque chose à dire. Tout le monde s'est tourné vers lui. Je travaille pour l'entreprise d'Elliott depuis 3 ans. Il l'a bâtie à partir de rien. Nous avons eu des licenciements pendant la pandémie, et il s'est personnellement assuré que personne dans mon équipe ne perde son emploi. Je ne savais même pas qui il était à l'époque, mais maintenant que je le sais, je pense que c'est la première fois que je vois quelqu'un cacher son succès à cause de la réaction de sa famille. Il s'est tourné vers Kara. « Chérie, comment tu ne savais pas ?» Kara avait l'air sur le point de pleurer. Il ne parle jamais de travail. Je pensais qu'il faisait juste des trucs en freelance. Ça a fait plus mal que ce à quoi je m'attendais. Je n'en parlais pas, ai-je dit doucement, parce que je ne voulais pas être à nouveau accusé de me vanter. Papa a reniflé. Tu penses que nous sommes le problème? Tu as toujours pensé que tu étais meilleur que nous. Non, ai-je dit, j'espérais que vous seriez fiers de moi, mais j'ai finalement réalisé que ça n'allait pas arriver. Je me suis levé. Pas de façon dramatique, juste assez pour signaler que j'en avais fini d'être coincé à la table des enfants pendant que les adultes jouaient à faire semblant. J'ai travaillé dur, ai-je dit. Vraiment dur, mais ça n'a jamais été assez pour cette famille. Je pourrais guérir le cancer, et vous diriez quand même que j'aurais dû retourner à l'université. Maman a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai levé la main. Je ne fais plus ça. Je ne vais pas me rabaisser pour que vous vous sentiez à l'aise. Puis je me suis tourné vers Kara. Merci de m'avoir invité, mais je pense que je suis resté assez longtemps. J'ai attrapé mon manteau et je me suis dirigé vers la porte, et c'est là que la trahison est arrivée. Attends, a dit Kara. Sa voix s'est brisée. Je me suis retourné. Elle tenait quelque chose derrière son dos. Une petite boîte emballée. J'allais te donner ça plus tard.
C'est de la part de tout le monde. Elle me l'a tendue. Je l'ai ouverte. C'était un livre. Un livre de développement personnel. Trouver le succès après l'échec, comment se reconstruire quand on a touché le fond. J'ai fixé le livre, puis j'ai levé les yeux vers elle. Vous avez tous choisi ça ensemble? Elle a hésité. C'était l'idée de papa, a-t-il dit. Peut-être que ça t'aiderait à te remettre sur les rails. La pièce était de nouveau silencieuse. Même Matt avait l'air horrifié. Je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas jeté. Je n'ai pas crié. J'ai juste posé le livre sur la table, je me suis retourné, et je suis sorti. Et alors que la porte se fermait derrière moi, j'ai entendu papa dire, tu vois, il ne peut même pas accepter une blague. C'était la dernière fois que je leur ai parlé à tous, du moins pendant un certain temps. Mais ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait, c'est que leurs paroles ce soir-là, la façon dont ils ont ri, le cadeau, c'était le moment où quelque chose en moi a finalement cédé, parce que je n'étais plus le décrocheur. J'étais leur patron, leur futur propriétaire, leur histoire de succès non reconnue. Et pour une fois, je n'allais pas laisser ce pouvoir se perdre. Quand je suis sorti dans le froid, je ne me sentais pas puissant. Je ne me sentais ni suffisant, ni victorieux, ni aucune des choses que l'on pourrait imaginer après avoir lâché une bombe pareille. Je me sentais juste vide. L'air de la nuit m'enveloppait comme une couverture humide, et je pouvais encore entendre les échos de rire et de tintements de couverts à travers les fenêtres derrière moi. On pourrait penser que partir comme ça, selon ses propres termes, avec sa dignité intacte, ressemblerait à la liberté, mais ce n'était pas le cas. Pas encore. C'était comme sortir d'une maison en feu, pour réaliser qu'on avait laissé des morceaux de soi à l'intérieur. Je suis resté assis dans ma voiture pendant un long moment, le moteur en marche, les doigts agrippés au volant. J'ai pensé à conduire directement au bureau. J'ai pensé à envoyer un texto à un vieil ami. J'ai pensé au visage de Kara quand elle m'a tendu ce livre, comme si elle pensait sincèrement que cela m'aiderait. Le truc, c'est que quand quelqu'un vous tend un livre intitulé « Trouver le succès après l'échec », ce n'est pas juste un cadeau pour rire. C'est un message emballé dans du papier cadeau de fête et des sourires forcés. Un message qui dit « Nous ne te voyons pas. Nous ne t'entendons pas. Nous pensons toujours que tu as échoué. » Et je suppose que je les croyais. Quelque part au fond de moi, même après tous les contrats, les gros titres et les célébrations d'introduction en bourse, il y avait toujours ce gamin peu sûr de lui, assis au dernier rang, désespéré d'obtenir un signe d'approbation qui n'est jamais venu. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fait les 100 pas dans mon appartement, agité, rejouant tout le dîner comme un drame judiciaire. Les visages, le silence, la façon dont papa a dit « il ne peut même pas accepter une blague ». Comme si c'était moi qui rendais les choses embarrassantes. J'ai pensé à appeler Kara, mais qu'y avait-il à dire? Merci pour le livre, au fait. J'ai aussi pensé à Matt. À la rapidité avec laquelle il est passé de l'incrédulité au silence. Comme si, une fois la nouveauté passée, il s'était souvenu de qui j'étais censé être dans la hiérarchie familiale et s'était ajusté en conséquence. Au matin, quelque chose en moi avait changé. Je n'ai pas sombré, pas exactement, mais je me suis retiré. J'ai arrêté de répondre aux emails qui ne nécessitaient pas de réponse urgente. J'ai arrêté de participer aux appels facultatifs. Je dirigeais toujours l'entreprise, bien sûr, mais j'ai commencé à laisser les autres prendre la vedette. J'ai délégué davantage. J'ai commencé à venir en jean et sweat à capuche au lieu des blazers sur mesure que je portais comme une armure. Les gens l'ont remarqué, mais personne n'a rien dit. Je suppose que quand on est le PDG, les gens supposent qu'on a toujours le contrôle, même quand on est en train de s'effondrer. Mais je ne sombrais pas par imprudence. Je me dépouillais, enlevant des couches que je ne réalisais pas que je portais. J'ai arrêté d'aller à la salle de sport, j'ai commencé à manger plus de plats à emporter. Les nuits se confondaient avec les matins. Et je me suis retrouvé à relire de vieux journaux, de vieux pitchs, et même certaines de mes dissertations universitaires. À la recherche du moment où je suis devenu ce type, celui que mes parents ne pouvaient décrire qu'avec déception. Et quelque part dans ce désordre, j'ai trouvé quelque chose que j'avais oublié. Une lettre. C'était de mon professeur de première année, imprimée et pliée en 4. Une réponse à un email que je lui avais envoyé juste après avoir abandonné mes études. À l'époque, j'avais écrit pour m'excuser d'avoir perdu son temps,
de ne pas être allé au bout des choses, de ne pas être ce qu'il pensait que je pourrais être. Sa réponse avait été brève. Elliot, tu n'es pas un échec. Tu as juste dépassé la pièce. C'est effrayant, mais ce n'est pas la même chose qu'abandonner. Continue de construire. Le reste suivra. J'ai dû lire cette lettre 5 fois de suite. Et à la 6e lecture, quelque chose a fait tilt en moi. Je n'avais pas échoué. J'avais évolué. Mes parents ne voulaient pas d'évolution. Ils voulaient l'obéissance, la prévisibilité, une version du succès qui ressemblait à un diplôme encadré, un cubicule, une hypothèque à 30 ans. Ils ne savaient pas comment gérer quelqu'un qui avait sauté tout ça et qui s'en était quand même sorti. J'ai passé les semaines suivantes à faire quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je me suis déconnecté, pas de l'entreprise. Je prenais toujours les réunions clés et je faisais le point avec les dirigeants, mais je me suis déconnecté du bruit, des attentes, de la pression de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. J'ai marché davantage, j'ai exploré des librairies devant lesquelles j'étais toujours passé, mais où je n'étais jamais entré. J'ai recommencé à tenir un journal, pas de manière performative pour prendre soin de moi, mais honnêtement, de manière désordonnée. J'ai même acheté une vieille machine à écrire dans un magasin d'occasion et j'ai tapé des pages juste pour le son que ça faisait. Et lentement, le brouillard a commencé à se dissiper. J'ai commencé à encadrer quelques jeunes entrepreneurs pendant mon temps libre. Des jeunes qui me rappelaient moi, intelligents, débrouillards, et totalement non soutenus par les personnes les plus proches d'eux. Je ne l'ai pas fait pour la notoriété ou l'ego. Je l'ai fait parce que je voulais que quelqu'un d'autre entende, tu n'es pas cassé. Tu ne rentres juste pas dans le moule, et ce n'est pas grave. L'un d'eux, un jeune de 19 ans nommé Jordan, avait créé une application mobile qui était maladroite et à peine fonctionnelle, mais qui avait du cœur, une vraie vision. Je l'ai aidé à peaufiner son pitch, je l'ai mis en contact avec quelques investisseurs providentiels, et avant que je ne m'en rende compte, il avait levé sa première ronde de financement. Le voir réussir me procurait plus de satisfaction que tout ce que j'avais fait depuis des mois. C'est là que j'ai réalisé autre chose. Je ne reconstruisais pas seulement mon estime de moi. Je redéfinissais ce que le succès signifiait pour moi. Ce n'était pas seulement des gros titres et des revenus. C'était un héritage. C'était être la personne dont j'avais besoin quand j'étais plus jeune. C'était construire quelque chose qui me survivrait. Pas seulement une entreprise, mais un système de croyances, un modèle qui n'exigeait pas que l'on se conforme pour être digne. Pendant ce temps, la famille restait silencieuse. Pas d'appel, pas de texto. Cara a envoyé un message, « J'espère que tu vas bien », à la mi-janvier, mais je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'étais fatigué. Fatigué d'être le seul à faire le travail émotionnel. Puis un jour de février, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un message des RH. Apparemment, Matt avait demandé un transfert. Quelque chose à propos d'un conflit d'intérêts et de dynamiques familiales inconfortables. Je ne l'ai pas arrêté. Je n'ai même pas répondu. J'ai laissé passer, comme le vent à travers une fenêtre fissurée. Mais le timing était intéressant, car juste 2 jours après, j'ai reçu une lettre recommandée par la poste. C'était de mes parents. Plus précisément, c'était de leur avocat. Ils vendaient leur maison. Et ils m'offraient la première opportunité de l'acheter à un tarif familial généreux avant de la mettre sur le marché. J'ai ri fort, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement eux. Après toutes ces années, après m'avoir radié, avoir dénigré chacune de mes réalisations, et m'avoir tendu un livre de développement personnel lors d'un dîner de fête, leur premier contact réel était une offre immobilière. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais réfléchir, pas seulement à la maison, mais à ce que je voulais maintenant. Ce qui ressemblait à de la vengeance il y a 6 semaines ne ressemblait plus à ça. Je n'étais pas intéressé à prouver quelque chose par orgueil, mais j'étais intéressé à prendre le contrôle du récit. J'ai fixé cette lettre pendant un long moment. Puis je l'ai posée, j'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à rédiger un autre type de réponse. Parce que le truc avec le fond du trou, ce n'est pas toujours un lieu de désespoir. Parfois, c'est la fondation, celle sur laquelle on reconstruit, plus fort, plus affûté, et plus inébranlablement soi-même que jamais. Et cette lettre, c'était le plan de ce qui allait suivre. Mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Je n'ai pas répondu à la lettre. Pas tout de suite. Je l'ai pliée et l'ai glissée dans un tiroir à côté des lettres de refus des universités où je ne suis jamais allé,
du vieux relevé bancaire du mois où j'ai atteint les 7 chiffres, et d'une photo délavée de moi à 16 ans, debout, raide dans une chemise froissée à la remise des diplômes de ma sœur, tandis que mon père rayonnait derrière elle comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. J'ai fixé ce tiroir pendant un moment. Je n'étais pas en colère, plus maintenant. La colère s'était consumée des semaines auparavant. Ce qui restait maintenant, c'était quelque chose de plus froid, de plus concentré, de plus précis. J'avais appris il y a longtemps que la vengeance ne consistait pas à crier le plus fort ou à claquer le plus de portes. Il s'agissait de contrôle, de montrer aux gens, tranquillement, méthodiquement, que le monde ne tournait pas autour de leur approbation. Cette offre de maison, ce n'était pas une offre de paix. C'était un appât. Mes parents n'étaient pas sentimentaux. S'ils l'avaient été, ils auraient appelé, m'auraient demandé comment j'allais depuis le dîner, peut-être se seraient excusés, ou auraient au moins fait semblant. Mais il ne s'agissait pas de renouer les liens. Il s'agissait de commodité et de désespoir. J'ai fait quelques recherches. L'un des avantages de posséder une entreprise spécialisée dans l'intégration de logiciels financiers, c'est l'accès. Pas un accès illégal, remarquez, mais des relations, des données, des registres publics, des dépôts immobiliers, des tendances. Quelques appels plus tard, j'avais le tableau complet. Il s'est avéré que mes parents étaient fauchés. Pas en faillite totale, mais presque. Leur fonds de retraite avait pris un coup lors de la dernière baisse du marché et papa, monsieur, j'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai, avait apparemment refinancé la maison pour financer une opportunité d'investissement il y a 2 ans. Une start-up de crypto-monnaie absurde dirigée par un type nommé Lance avec des mèches blondes et un sweat à capuche Shopify. Ça a fait un flop. Maintenant, ils essayaient de vendre la maison avant que la banque ne commence à frapper à la porte. Et leur proposition à moi, en tant que premier acheteur de la famille, visait plus à éviter les frais d'agence immobilière qu'à recoller les morceaux. Tout s'est mis en place. Le livre de développement personnel, le silence, le besoin soudain de renouer par courrier recommandé. Ils ne voulaient pas de relation. Ils voulaient un renflouement. Et c'est là que j'ai su que je n'allais pas seulement rejeter leur offre. J'allais renverser toute la dynamique. Je me suis assis ce soir-là et j'ai fait une liste. Pas une liste mesquine, pas un fantasme de vengeance où tout brûle. Il ne s'agissait pas de remuer le couteau dans la plaie. Il s'agissait de remettre les compteurs à zéro. Pour une fois dans ma vie, c'est moi qui allais tirer les ficelles. Étape 1, acheter la maison, mais pas à eux. J'ai contacté la banque directement, pas par l'intermédiaire d'un tiers, mais par quelqu'un que j'avais rencontré des années auparavant lors d'une conférence sur la FinTech à Austin, un gestionnaire de compte de niveau intermédiaire qui avait depuis été promu vice-président des prêts. Après une brève conversation, j'ai appris que la saisie était plus proche que ce que mes parents avaient laissé entendre. Ils espéraient vendre avant que l'avis officiel ne soit publié, probablement pour éviter l'embarras. Mais j'avais une meilleure idée. J'ai fait une offre à la banque. Discrète, entièrement en espèces, par l'intermédiaire d'une société écran que j'avais déjà créée des années auparavant pour des investissements immobiliers. Techniquement, c'était une entité anonyme. Aucun lien avec le nom Hawthorne. La banque était ravie. J'ai obtenu la propriété pour 20% en dessous de la valeur du marché. Pas de drame, pas de va-et-vient, juste des affaires. Étape 2, préparer le terrain. Je ne les ai pas expulsés. Pas encore. Ça aurait été évident. Trop rapide. J'avais besoin qu'ils se sentent en sécurité. Installés, croyant qu'ils avaient échappé au pire et qu'ils s'en étaient même peut-être bien sortis. Alors, j'ai attendu, j'ai observé, j'ai payé les factures discrètement, je me suis assuré que le courrier continuait d'arriver. De l'extérieur, rien n'a changé. Mais en coulisses, je me préparais. J'ai engagé un gestionnaire immobilier, quelqu'un de nouveau dans mon cercle, non lié à l'entreprise, qui pourrait jouer le rôle de représentant du nouveau propriétaire. Je lui ai donné des instructions claires. Pas de précipitation. Laisser les locataires profiter de leur bail restant. Juste s'assurer qu'ils savaient que la maison avait été vendue et qu'elle serait finalement réaffectée. Lorsque la lettre du gestionnaire est arrivée un mois plus tard, maman a appelé Cara en panique. Cara m'a envoyé un texto. Cara, est-ce que tu as acheté la maison? Je l'ai ignoré. Elle en a envoyé un autre le lendemain. Cara, il pense que c'est toi. Tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Je n'ai toujours pas répondu. Non pas parce que j'étais cruel, mais parce que je voulais qu'il vive avec l'incertitude.
Qu'ils ressentent ce que j'avais ressenti pendant des années. Ignoré, rejeté, mis à l'écart. Il ne s'agissait pas de cruauté. Il s'agissait d'équilibre. Étape 3, rassembler mes alliés. Matt a démissionné. Il n'a pas dit pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Les RH me l'ont signalé et j'ai laissé faire. Mais j'ai gardé un œil sur ses prochaines étapes. Il s'est avéré qu'il a atterri chez un concurrent. Petite entreprise, sous-financée, à peine rentable. Quelques-uns de leurs clients se chevauchaient avec les nôtres. J'ai passé quelques appels. Pas pour le saboter. Je ne suis pas aussi mesquin, mais je voulais comprendre le terrain de jeu. Ce que j'ai appris était intéressant. Matt s'était présenté comme un stratège exécutif dans sa nouvelle entreprise, revendiquant des années d'expérience dans la gestion de contrats de haut niveau, ce qui n'était pas techniquement un mensonge, mais n'était pas non plus entièrement vrai. Il avait utilisé le nom de mon entreprise sur son CV comme s'il s'agissait d'un tremplin qu'il avait dépassé. Aucune mention du fait qu'il avait travaillé 2 échelons en dessous du chef de département et qu'il n'avait jamais été dans une pièce avec moi. Cela m'a donné un avantage. Je ne l'ai pas utilisé. Pas tout de suite. Je l'ai mis de côté, car Matt n'était qu'un autre symptôme. La vraie cible était la culture qu'il avait créée. La machine familiale qui produisait des attentes et des doubles standards comme sur des roulettes. Étape 4, construire la nouvelle image. J'ai recommencé à me montrer à des conférences, à des événements pour investisseurs, à des tables rondes. Mais cette fois, je n'ai pas commencé par la technologie. J'ai commencé par les valeurs. J'ai raconté des histoires sur le fait de grandir dans une famille qui mesurait le succès par les diplômes et les titres de poste. Sur le sentiment d'être un échec même lorsque mon entreprise grandissait, sur ce que signifiait de reprendre le contrôle de son récit. Les histoires ont trouvé un écho. Les gens étaient attentifs. Une table ronde à South by Southwest a mené à une interview pour un podcast, qui a mené à un article dans un magazine. Soudain, je n'étais plus seulement un gars de la tech. J'étais une histoire, une voie pour le parcours non conventionnel. Le décrocheur qui n'a pas seulement gagné, mais qui a redéfini la victoire. Je savais que la famille le voyait. J'ai vu les miettes de pain. La vieille amie d'université de Cara qui me suivait sur Instagram. Un cousin qui aimait une photo d'un discours que j'avais donné. Même le compte LinkedIn de papa est apparu dans l'onglet « Qui a consulté votre profil ?» Il n'a jamais envoyé de demande de connexion. Bien sûr, ce serait admettre un intérêt, mais le message était clair. Il regardait. Bien. Laissez-les regarder. Étape 5, la réinvitation. Fin mars, j'ai reçu un autre texto de Cara. Cara, papa a 65 ans en avril. Il veut un petit dîner, juste la famille, sans drame. Il m'a demandé de t'inviter. J'ai fixé le message pendant un moment. C'était ça, le prochain coup. Le moment où la balance pouvait basculer d'un côté ou de l'autre. J'ai attendu quelques heures, puis j'ai répondu, moi ? Bien sûr, je viendrai. Dis-moi quand et où. Simple. Pas de sarcasme, pas de conditions. Laissez-les penser que j'avais tourné la page. Laissez-les croire que la gêne était derrière nous. Mais derrière le rideau, j'orchestrais le dernier acte. Parce que s'ils pensaient que le dîner de famille serait juste un autre rassemblement gênant où je m'assiérais tranquillement dans le coin pendant qu'ils dansaient autour de la vérité, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La table était mise. La maison était à moi. Le pouvoir avait changé de camp et j'en avais fini de jouer petit. Je suis arrivé 5 minutes en avance. Pas exprès, vraiment. J'ai hésité à arriver en retard à la mode ou pas du tout, mais quelque chose me disait qu'être en avance était la meilleure décision. Il y a un pouvoir à être le premier à table, surtout quand la table était autrefois une table à laquelle on n'était même pas invité à s'asseoir correctement. Le dîner d'anniversaire avait lieu dans un petit restaurant de grillades tranquille du centre-ville. Le genre d'endroit avec des nappes blanches, des bougies, et des menus qui n'indiquaient pas les prix. Cara avait réservé une salle privée à l'arrière. 12 places, une longue table. Le même nombre de personnes qui s'étaient assises autour de cette table de salle à manger à Noël, quand il m'avait tendu un livre de développement personnel emballé dans du papier rouge. Ça semblait poétique. Je portais un blazer bleu marine foncé, sans cravate, juste assez élégant pour tracer une ligne entre qui j'étais et qui j'étais devenu. J'avais fait une coupe de cheveux cette semaine-là, plus nette que d'habitude, rasée de près, une nouvelle montre,
un cadeau à moi-même, non pas pour le statut, mais pour le symbolisme. L'inscription au dos disait « Tu as construit ça ». Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un à table le remarque. Ce n'était pas le but. Kara est arrivée ensuite. Elle m'a fait un sourire pincé et un câlin maladroit, le genre où l'on sent tous les mots qu'elle veut dire mais ne dit pas. J'ai hoché la tête, j'ai dit « Merci pour l'invitation » et j'ai pris ma place. Puis le reste est arrivé au compte-gouttes. Maman, avec ce sourire toujours étudié. L'oncle Ron, qui riait déjà d'une blague sur la circulation. Un couple de cousins que je n'avais pas vu depuis des mois. Et enfin, papa, entrant comme s'il possédait l'endroit, m'ignorant d'abord jusqu'à ce que nos regards se croisent. Content que tu aies pu venir, dit-il. Son ton était neutre, mesuré, presque prudent. Je n'aurais pas manqué ça, ai-je répondu. Le dîner a commencé assez civilement. Petite conversation, le temps, les enfants de Kara. Quelqu'un a mentionné une nouvelle série Netflix. J'ai laissé tout ça me passer par-dessus la tête. Je n'étais pas là pour participer aux badinages habituels. J'attendais. Le timing était important. Matt est arrivé en retard, l'air penaud. Il m'a fait un bref signe de tête et s'est assis à côté de Kara, tripotant sa serviette. Il n'avait pas croisé mon regard une seule fois depuis le jour où il avait démissionné. Le serveur est venu prendre nos commandes. Le vin a été versé, le pain a été passé. La soirée s'est poursuivie jusqu'à l'arrivée des plats principaux, et c'est là que j'ai vu ma fenêtre d'opportunité. Papa venait de couper dans son steak quand Kara s'est levée et s'est raclé la gorge. D'accord, dit-elle en levant un verre. Avant de trop nous lancer, je voudrais juste porter un toast rapide. Papa, joyeux 65e anniversaire. Nous t'aimons tous, et nous espérons que ce nouveau chapitre t'apportera la paix, le repos, et beaucoup de pêche. Rire léger, tintement de verre, quelques « santé » ici et là. Puis ce fut son tour. Papa s'est essuyé la bouche et s'est levé en tenant son vin. Merci à tous, a-t-il commencé. Vraiment, je n'étais pas sûr que nous pourrions tous nous réunir comme ça à nouveau, mais je suis content que nous l'ayons fait. Ça signifie beaucoup de vous voir tous ici, surtout toi, Elliot. Il m'a regardé comme s'il essayait de lire une ligne sur un téléprompteur invisible. Je sais que les choses n'ont pas toujours été parfaites entre nous, mais j'ai toujours voulu le meilleur pour toi, même si je ne l'ai pas toujours dit de la bonne manière. Cela a attiré quelques regards. Ma mère a même tendu la main et a serré son poignet comme si elle attendait qu'il dise ça depuis des années. J'ai fait un petit signe de tête. J'apprécie. Il s'est rassis. Quelques personnes ont applaudi. Kara avait l'air soulagée. Le vin coulait à flot à ce moment-là et les gens commençaient à se détendre, mais je n'étais pas détendu, car maintenant, c'était mon tour. J'ai attendu le dessert. Les assiettes ont été débarrassées et le serveur a apporté un modeste gâteau au chocolat avec 65 bougies allumées. Il y a eu des chants, quelques applaudissements maladroits. Puis, alors que les fourchettes plongeaient dans les parts, je me suis levé. Avant que nous partions tous, ai-je dit en levant mon verre, j'aimerais partager quelque chose aussi. Juste une petite annonce. Toutes les têtes se sont tournées vers moi. J'ai pris mon temps. Pas de précipitation, pas de nervosité. La plupart d'entre vous savent que j'ai passé la dernière décennie, ou presque, à construire mon entreprise. Ça a été un parcours. Beaucoup de hauts et de bas, de nuits blanches, et d'apprentissage à la dure. Mais je suis fier de ce qu'elle est devenue. Et récemment, j'ai commencé à explorer quelque chose de nouveau. L'immobilier. Quelques hochements de tête polis. Je ne parle pas de rénover des maisons ou quoi que ce soit du genre. Je construis quelque chose de plus significatif. Une série de projets communautaires, des développements à usage mixte, même quelques propriétés patrimoniales. J'ai regardé autour de la table, faisant une pause juste assez longue pour croiser le regard de tout le monde. L'une de ces propriétés a été mise en vente récemment. Elle signifiait quelque chose pour moi. Elle portait beaucoup d'histoire, alors je l'ai achetée. La pièce s'est tendue. Je pouvais sentir le changement. Je me suis tourné vers papa. C'était la vôtre. Il s'est figé. J'ai continué. Je ne l'ai pas achetée à vous. Je l'ai achetée à la banque. Vous étiez en pré-saisie. Vous pensiez probablement avoir plus de temps, mais votre gars de la crypto, Lance, c'est ça? A fait faillite plus vite que prévu.
Son visage a perdu toute couleur. La fourchette de maman est tombée sur son assiette. Je ne souriais pas. Je ne jubilais pas, je parlais simplement, d'une voix ferme et mesurée, comme si je lisais un communiqué de presse. Je vous ai laissé y rester ces derniers mois. J'ai couvert les factures. Je n'ai pas augmenté le loyer. Je ne vous ai pas mis dehors. Je voulais m'assurer que vous étiez à l'aise. Mais maintenant que votre bail se termine, les choses vont changer. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? La voix de papa était basse, tranchante, défensive. Je dis que vous allez recevoir une lettre officielle par la poste cette semaine. Vous aurez 60 jours pour quitter les lieux. Après cela, la propriété sera convertie en un incubateur de start-up pour les fondateurs défavorisés. Ça fait partie de la fondation que je lance. Maman a halté. Tu nous expulses. Je l'ai regardé, non pas avec cruauté, mais avec clarté. Je récupère quelque chose que vous n'aviez jamais le droit d'utiliser comme une arme. Silence. Un silence de mort, épais. Tu aurais pu appeler, a-t-elle murmuré. Vous auriez pu croire en moi, ai-je répondu. À n'importe quel moment au cours des 12 dernières années, mais au lieu de ça, vous vous êtes moqué, vous m'avez rejeté. Et quand je suis finalement arrivé en étant plus que ce que vous attendiez, vous m'avez tendu un livre sur comment mieux échouer, alors oui, j'ai acheté la maison. Et je l'utilise pour quelque chose de bien. Papa s'est levé, le visage rouge. Tu penses que ça te rend meilleur que nous? Non, ai-je dit. Ça me rend libre. Matt fixait son assiette. Kara avait l'air de vouloir s'enfoncer dans le sol. J'ai sorti une petite enveloppe et je l'ai glissée sur la table vers elle. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé. Quelque chose pour tes enfants. Un fonds de bourse d'études. Frais de scolarité entièrement payés où qu'ils aillent. Sans condition. Juste parce que je t'aime encore et que je sais que tu as essayé. Ses yeux se sont embués. Elle ne l'a pas ouverte. La chaise de papa a raclé bruyamment alors qu'il la repoussait. Tu as toujours été un ingrat. Non, ai-je dit doucement. J'ai juste arrêté de m'excuser d'exister selon mes propres termes. Il est sorti en trombe. Maman a suivi, marmonnant quelque chose sur une arrogance incroyable. Quelques autres sont restés, stupéfaits. Ron avait l'air d'avoir assisté à une tragédie shakespearienne en temps réel. Je me suis rassis et j'ai pris mon vin. Kara m'a regardé. Vraiment? Elle m'a regardé. Je ne savais pas que c'était si grave, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête. C'est parce que j'ai arrêté de te le dire quand ça a commencé à faire mal. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Elle a juste fixé l'enveloppe. Puis finalement, elle s'est penchée et a murmuré « Merci ». J'ai de nouveau hoché la tête. Au moment où l'addition est arrivée, la moitié de la table s'était déjà vidée. Seuls Kara et Matt restaient. Matt n'avait toujours pas parlé. Pas une seule fois. Alors que je me levais pour partir, j'ai placé une deuxième enveloppe devant lui. Il a levé les yeux. Qu'est-ce que c'est? Un choix, ai-je dit. Ton nouvel employeur est sur le point de subir un audit. Ils ne sont pas prêts. Tu peux rester ou tu peux quitter le navire et rejoindre un concurrent que je finance discrètement. Salaire plus élevé. Meilleure adéquation. Pas de drame familial. C'est à toi de décider. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a hoché la tête. Je n'ai pas attendu de remerciements. Je n'en avais pas besoin. Je suis sorti dans la nuit. L'air était vif et pur. Le ciel s'étendait, large, au-dessus de moi. Il n'y avait pas de fanfare, pas d'applaudissements, juste la paix. Et pour la première fois depuis des années, je ne poursuivais rien. Je marchais vers quelque chose qui m'appartenait entièrement. Je n'étais plus le décrocheur. J'étais l'héritage.